le journal. Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche, mesdames, messieurs, voici le sommaire. Référendum constitutionnel au Mali. Jour de vote dans les garnisons, les forces de défense et de sécurité accomplissent leur devoir civique par anticipation. C'est pour leur permettre de mieux sécuriser les électeurs dimanche prochain. Nous consacrons une large page à ce vote des militaires aujourd'hui. À suivre toute l'actualité internationale dans cette édition. 13h dimanche, c'est aussi le journal des sports avec Famourou Djoté qui nous parlera de la finale de la Coupe du Mali remportée hier par le stade malien de Bamako face aux 11 créateurs. Il nous parlera également sur le continent de la finale retour de la Ligue des champions de la CAF qui se joue ce dimanche entre Wydad du Maroc qui sera face à Al-Ali d'Égypte. Et puis en Europe, Manchester City s'est imposé hier soir 1-0 en finale de la Ligue des champions face à Inter Milan. Focus santé de ce dimanche porte sur les 1000 premiers jours de l'enfant. Les explications de Baraki Sawatara. Rendez-vous en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement tout de suite. Les détails. Élection référendaire du 18 juin 2023, jour J-7. Ce 13h dimanche est essentiellement consacré au référendum constitutionnel du 18 juin, jour J-7. Les forces de défense et de sécurité, elles, votent aujourd'hui par anticipation, tour d'horizon dans les garnisons avec nos différents reporters et correspondants à Bamako et à l'intérieur du pays. D'abord, cap sur le centre de l'état-major général, de la garde nationale qui compte 7 bureaux de vote. C'est là que le ministre de la Défense et des anciens combattants a accompli son devoir civique ce matin. Sur place, le colonel Sadio Kamara a également constaté le bon déroulement du scrutin et s'est particulièrement réjoui des efforts consentis pour le retour de la paix au Mali. Le point avec Mamari Koné. C'est dans le bureau de vote numéro 1 du jardin d'enfants, lieutenant Zié Traoré de l'état-major de la garde nationale que le ministre de la Défense et des anciens combattants a accompli son devoir de citoyen. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. C'est un sentiment de devoir accompli dans le processus de matérialisation de la volonté du peuple malien, exprimé lors des assises nationales de la refondation. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter et remercier les autorités de la transition dont l'engagement et la volonté ont permis d'aboutir à un projet de constitution. Dans les 7 bureaux de ce centre, les opérations de vote par anticipation des forces de défense et de sécurité se déroulent normalement. Le matériel électoral, les agents électoraux, les observateurs et les électeurs sont là. Nous sommes au camp de garde ici à Toumouroubou. Nous constatons le bon déroulement du scrutin. Pas de difficultés majeures à signaler, pas d'incidents signalés. Aujourd'hui, une étape importante vient d'être franchie. Nous remercions les autorités et la population malienne qui ont massivement cru à la refondation et au changement. Mais nous devons rester vigilants car les ennemis de la nation, de l'intérieur comme de l'extérieur, sont toujours à l'œuvre, comme attestent les tentatives désespérées de faire paniquer la population afin d'atteindre leur dessein funèbre. Avant de quitter l'état-major de la garde nationale, le ministre Sadio Kamara a rencontré les journalistes. Occasion pour lui de les remercier pour le rôle qu'il joue dans le cadre de la réconciliation. Le ministre s'est dit enfin optimiste pour notre pays. Le vote par anticipation des forces de défense et de sécurité marque la volonté des autorités de la transition de tenir leurs engagements conformément aux recommandations des assises nationales de la refondation. C'est du moins ce qu'a rappelé également le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui a voté, lui, à l'école de police de Bamako, Mamadou Fani. C'est au centre de vote de l'école de police, dans le bureau numéro 1, que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a accompli son devoir aux environs de 8h10. Général de brigade Daoud Ali Mohamedoun, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité votent par anticipation pour le référendum du 18 juin. On a aujourd'hui besoin de cette nouvelle constitution pour jeter les nouvelles bases d'un nouveau Mali. Comme on le dit, un Mali courant. Un Mali uni, un Mali solide,
avec des institutions fortes. On doit aujourd'hui mettre le Mali au-dessus de tout. Aujourd'hui, nous devons nous unir autour de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi aujourd'hui? C'est le Mali. Donc, encore une fois, j'invite les frères d'armes de toutes les forces de défense et de sécurité à sortir massivement et à voter. Ici, au centre de l'école de police qui compte 10 bureaux de vote, le vote a démarré à 8 heures. Tout le matériel de vote, les présidents des bureaux et de centres, les assesseurs, les observateurs indépendants et les membres de l'EJ étaient présents sur place pour le bon déroulement du scrutin. Général de brigade Daoud Ali Mohamedoun, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Quand on avait commencé déjà à parler du référendum, il y a des sceptiques, ça c'est toute œuvre humaine. Mais nous, notre travail, c'était de travailler en bonne intelligence, pour convaincre les gens, pour dire qu'aujourd'hui, nous avions besoin de ces institutions. Au-delà de tout ça, ce n'est pas une volonté uniquement du gouvernement d'aller au référendum, d'aller surtout à cette nouvelle constitution. C'est une recommandation forte des ANR et c'est le peuple souverain qui l'a demandé. Côté force de défense et de sécurité, la mobilisation était grande pour accomplir un devoir citoyen. Le vote par anticipation des forces de sécurité leur permettra d'être prêts pour assurer la sécurité du référendum prévu le 18 juin prochain. Rendons-nous à présent à l'école de la base 100 de Bamako. Ce centre compte 6 bureaux de vote. À 8 heures précises, le vote a effectivement commencé. Constate notre équipe de reportage dirigée par Rabat Traoré. École de la base 100 de Bamako érigée en centre de vote. Les porteurs d'uniformes tout corps confondus résidant à Bamako sont appelés au vote pour le référendum. À 7h30, l'affiche est complète au bureau de vote numéro 1 où le chef de bureau, le commandant Siaka Sangaré et ses 4 assesseurs attendent le démarrage des opérations. Commandant Siaka Sangaré, chef du bureau de vote numéro 1 à l'école de la base 100 de Bamako. Au démarrage des opérations, tout est normal, tout est en place, tout le matériel est en place. Les éléments sont là aussi pour le vote. On a commencé à 8h00 et nous continuons jusqu'à 18h. Aucune anomalie constatée pour le moment. À 8h précises, le vote commence. Le lieutenant-colonel Mohamed Lamine Doumbia est le premier à voter au bureau numéro 1. Vraiment, je suis très heureux d'être le premier votant à ma qualité de commandant régiment. Et je suis vraiment très fier d'avoir accompli mon devoir de civisme et j'exhorte tous mes éléments à venir voter. Le centre de vote de l'école de la base 100 de Bamako comprend 6 bureaux de vote. À 8h30 déjà, la file d'attente devant chaque bureau augure l'intérêt que les porteurs d'uniformes ont pour cette journée d'opération référendaire. Côté rive droite à présent, au commandement des écoles et des centres de formation de la gendarmerie de Faladier, les bureaux de vote ont ouvert là aussi à 8 heures. Le matériel au complet et les agents électoraux sur place. Le centre de vote compte 4 bureaux. Les opérations de vote se déroulent dans la discipline et la rigueur, constate notre reporter Jules Sambou-Sissoko. Jour de scrutin référendaire anticipé pour les militaires. Il était 8h pile quand les bureaux de vote ont ouvert au commandement des écoles et des centres de formation de la gendarmerie de Faladje, en commune 5 du district de Bamako. Tout est sur place pour le démarrage du vote. Sous-lieutenant Bala Diara, président du bureau de vote numéro 1. Effectivement, nos opérations de vote ont débuté à 8h00 et tout se déroule normalement. Les matériels, les documents, tout est sur place. La fermeture, c'est à 18h. Ici, le premier électeur a accompli son devoir civique à 8h05. Capitaine Ousmane Sissé, électeur. Pour moi, c'est un sentiment de fierté d'avoir voté en premier et en même temps un sentiment de fierté d'avoir accompli un acte citoyen qui est de voter pour la Constitution. Les conditions d'organisation, je pense que tout est mis en œuvre pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Par la même occasion, j'exhorte tous mes camarades d'armes vraiment à aller voter et par la même occasion aussi tout le peuple malien le 18 juin. Donc ils sont tous invités vraiment à venir voter massivement. Une équipe de l'EJ est présente pour la vérification et l'orientation des électeurs détenteurs de la carte Nina. Yatara Fantadamba, agent de l'EJ. Je suis là pour faire l'orientation des électeurs qui n'arrivent pas à avoir leur bureau de vote. Et puis les électeurs qui n'ont pas leur carte Nina sur eux. Donc je les indique les bureaux, en même temps je fais sortir les numéros Nina pour eux. Pour le moment c'est bon, il n'y a pas de souci. Le centre de commandement des écoles et des centres de formation de la gendarmerie de Faladje compte 4 bureaux de vote. Le camp Soundiata Keita de Kati
est l'un des grands centres avec ses 9 bureaux de vote. Tôt ce matin, les porteurs d'uniformes étaient au rendez-vous pour accomplir leur devoir de citoyen. Alors, parmi les premiers votants dans ce centre, le commandant de la 3e région militaire, c'est ce que nous dit Tamsir Diabaté. Le rendez-vous au camp Soundiata Keïta de Kati ce dimanche 11 juin 2023 est le vote par anticipation des forces de défense et de sécurité pour le référendum. Avant le démarrage du vote, le commandant de la 3e région militaire, accompagné des autorités politiques, administratives et le coordinateur de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ du cercle de Kati, ont fait le tour des bureaux de vote pour s'assurer. Mamadou Ben Sherif Diabaté, coordinateur de l'EJ du cercle de Kati. Tout se passe normalement, comme prévu. On avait planifié comme ça. Et il y a un grand engouement. Il y a une très bonne mobilisation de la part des responsables de la zone militaire de Kati. Et donc nous, on est très satisfaits, on est très contents de cette mobilisation. Après avoir s'assuré que la logistique est sur place ainsi que les agents pour la bonne tenue du scrutin, c'est le commandant de la 3e région militaire qui vote en premier lieu. Et il s'est dit fier d'accomplir son devoir de citoyen. Colonel Bouakar Yassari Sanogo, commandant de la 3e région militaire. Je suis animé d'un sentiment de joie, plein d'honneur. Je viens d'accomplir mon devoir de citoyen malien en votant. Je suis particulièrement heureux d'être aujourd'hui malien pour pouvoir affirmer mon choix par rapport à ce projet. Dans ce centre, il y a 9 bureaux de vote, toutes choses qui dénotent l'affluence et l'engouement des forces de défense et de sécurité pour accomplir leur devoir de citoyen. Dans le centre de vote du camp Soundiata à Keïta, l'EJ a déployé 14 agents avec 2 agents d'appui de la MINUSMA. Et il y a également 36 assesseurs répartis entre les 9 bureaux de vote. En 3e région, les opérations se déroulent normalement, constate la gouverneure de Sikasso, Kanté Marie-Claire Dambélé, qui s'est rendue dans certains centres de vote. Je ne vous en dis pas plus. Moustapha Doumbia a suivi sa visite pour nous. C'est à 8 heures précises que les bureaux de vote du camp Thieba Traoré de Sikasso ont ouvert pour permettre aux forces de défense et de sécurité d'accomplir leurs devoirs civiques. Un vote par anticipation qui se déroule normalement dans les autres centres de vote visités par la chef de l'exécutif régional, Kanté Marie-Claire Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. On voit que toutes les dispositions sont prises pratiquement et l'engouement est là et les dispositions sont prises et les matériels sont disponibles dans les bureaux de vote. La coordination nationale de l'EJ est là pour la supervision et les coordinations régionales, locales et communales, les membres sont là également pour superviser le vote des militaires. Au camp Thieba, tout comme à la direction régionale de la protection civile et au commissariat du 2e arrondissement, les opérations se déroulent sans incident, aucune difficulté liée au matériel de vote. Salia Samake, commissaire de l'EJ. Pour le moment, une impression de satisfaction, honnêtement, parce que nous avons trouvé qu'avec les coordinations de l'EJ à Sikasso et l'ensemble de l'administration mobilisée à travers le gouvernorat, la préfecture, honnêtement, tout le travail a été fait de manière très méticuleuse. Nous avons trouvé tous les dispositifs électoraux en place et ce matin, c'est avec beaucoup de bonheur que nous avons pu constater en fait le démarrage des travaux à 8 heures comme c'est prévu dans les textes. À noter que le cercle de Sikasso abrite 14 bureaux de vote, dont 11 dans la ville de Sikasso, pour ce vote référendaire anticipé des forces de défense et de sécurité. Sikasso, Moustapha Doumbia et Amadou Dolo pour l'ORTM. De Sikasso, rendons-nous dans la région de Koultiala, où le vote référendaire anticipé des éléments des forces de défense et de sécurité se déroule normalement. Ça se passe notamment dans les circonscriptions de Koultiala, Yorosso et Kouri. L'engouement est au rendez-vous, nous dit notre correspondant dans la région, Brima Kone. À Koutala, c'est le centre d'instruction de Wolabougou qui abrite cette première étape des opérations référendaires qu'est le vote par anticipation des forces de défense et de sécurité. Ici, 403 éléments inscrits sont appelés à accomplir leur devoir. Le vote débutait à 8 heures sous la surveillance de certains membres de l'EJ
et l'aménagement en présence de l'administration se déroule dans le plus grand respect de la réglementation en vigueur. Nouhoum Traoré, président du bureau de vote de Koutiala. Depuis qu'on a commencé, alors tout se passe normalement dans les règles de l'art. Pour le moment, il n'y a aucun problème. Ça se passe de façon très fluide. L'affluence, comme vous pouvez le constater, vous voyez le rang, l'affluence est vraiment bonne. Sentiment de joie, de satisfaction, parce que quand on travaille dans une unité comme ça et que tout se passe normalement sans difficulté, alors c'est la satisfaction, la joie. Les premiers votants sont visiblement contents d'avoir accompli leur devoir. À noter que le même exercice référendaire est effectué dans 2 autres circonscriptions de la région. Il s'agit notamment de Yorosso qui enregistre un bureau de vote pour 189 éléments inscrits et du bureau de vote de Kouri qui en compte 62. Koutiala, Brehima Kone et Samba Daramaïsa pour l'ORTM. Le vote par anticipation des forces de défense et de sécurité a bien démarré dans la région de Bougouni. Le gouverneur sillonne les garnisons pour s'assurer du bon déroulement de ce scrutin. Les détails avec Jafar Haïdara. C'est à 8 heures que les opérations de vote par anticipation des forces armées et de sécurité ont débuté dans le bureau numéro 2 de Bougouni, Niébala, dans le camp de garde. Là, tous les matériels étaient sur place. Le président et ses assesseurs, tous présents, c'est le constat fait par le chef de l'exécutif régional de Bougouni, général de brigade Keba Sangare, gouverneur de la région de Bougouni. Tous les bureaux ont été ouverts à l'heure conformément aux instructions et au niveau de la troupe, un engouement est là. Comme moi j'ai dit, dans l'armée, c'est fait comme moi. Et c'est fait comme moi quand même a été salutaire parce que les chefs des entités militaires ont été les premiers à voter et la troupe suit. L'armée, comme on dit, l'intention du chef, c'est un ordre pour les unités subordonnées. Et les sergents de compagnie, les commandants de compagnie, les commandants de groupement, les directeurs régionaux au niveau de ces entités ont montré leur savoir et savoir-faire en dirigeant dans un esprit de compagnon d'armes leur personnel au niveau des bureaux de vote et à ce niveau également un ordre militaire, l'ordre serré est constaté au niveau des bureaux de vote. Partout où la délégation s'est rendue, l'affluence était grande et l'engouement était visible, toute chose qui dénote le bon déroulement de ce scrutin. Ali Kone, président du bureau. Depuis ce matin, quand même, on voit un attroupement au niveau du bureau de vote. Les gens sont sortis. Ils sont en train de bien voter. Tous les matériels sont au complet. À rappeler que ce scrutin se passe normalement et aucun incident n'a été enregistré. Bougouni, Jafar Haïdara, Djibril Bagayougo pour l'ORTM. À Tombouctou, Mopti, Gao, Ségou, Nara et Nyoro également. Le vote par anticipation des forces de défense et de sécurité a bien débuté et les opérations se poursuivent normalement, nous signalent nos différents correspondants dans ces différentes régions et c'est ce qu'on pouvait donc retenir du déroulement donc de ce vote par anticipation des forces de défense et de sécurité qui se déroule depuis ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Nous y reviendrons très largement donc dans nos futures éditions. L'actualité internationale dans quelques instants. Direction le Soudan où l'armée et les paramilitaires en guerre ont repris les combats ce dimanche matin, peu de temps après l'expiration d'un énième cessez-le-feu de 24 heures négocié par les médiateurs saoudiens. Nouhoum Sissoko, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors cette nouvelle trêve a permis aux habitants de Khartoum de profiter d'un répit pour se ravitailler ou fuir la capitale. Cette nouvelle trêve, globalement respectée selon les témoins, a permis aux habitants de Khartoum de se ravitailler ou fuir la capitale, en proie depuis bientôt 2 mois à un conflit armé qui a conduit à une grave crise humanitaire. Les 2 parties rivales s'étaient engagées à cesser les violences dans tout le pays pour permettre l'arrivée de l'aide humanitaire, selon le ministère saoudien des Affaires étrangères. Les précédentes trêves avaient été violées dès leur entrée en vigueur. Les affrontements ont repris tôt ce matin, 10 minutes après la fin de la trêve de 24 heures, négociée par les médiateurs saoudiens qui avaient débuté samedi à 6 heures, soit 4 heures GMT. Mais comment se présente sur le terrain la situation en ce moment précis, Nouhoum Sissoko? Les habitants de Khartoum ont été réveillés aujourd'hui par des tirs d'artillerie et le bruit des combats dans plusieurs quartiers de la capitale. Selon des témoins, des pilonnages d'artillerie lourde ont été entendus à Khartoum et à Omdurman, dans la banlieue de la capitale, et des tirs avec divers types d'armes ont été signalés dans la rue Al-Haya, dans le sud de Khartoum. Les combats se déroulent principalement à Khartoum et dans la vaste région du Darfour, dans l'ouest du Soudan,
où les ONG font état d'une détérioration de la situation humanitaire. Au Soudan, ce conflit a éclaté le 15 avril dernier entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des FSR, forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdam Daglo dit Emeti. Ibrahim Traoré, la guerre a déjà fait plus de 1800 morts, selon l'organisation ACLED, spécialisée dans la collecte d'informations dans les zones de conflit, et 2 millions de déplacés et réfugiés, selon l'ONU. Merci beaucoup, Nouroum Sissoko, pour tous ces détails. Signature par le Rwanda hier samedi d'un accord avec l'Union africaine pour accueillir à Kigali le siège de l'Agence africaine du médicament. On en parle avec vous, Lassine Keita. Bonjour. Alors, expliquez-nous pourquoi une agence africaine de médicaments à Kigali. D'abord, c'est une agence créée par l'Union africaine qui est en phase initiale de mise en marche. Cette signature intervient plus de 4 ans après l'adoption en 2019 du traité de création de l'Agence africaine du médicament. Selon le ministre rwandais de la Santé, Sabine Nsanzimana, c'est un premier pas vers la mise en opération de ce nouvel organe de l'Union africaine. La structure aura pour mission de réguler et d'harmoniser le marché du médicament. Elle s'attellera également à encourager les productions en Afrique et à encourager les trafics de faux médicaments sur le continent. Pour l'opérationnalisation, il s'agira pour les 23 États qui ont déjà ratifié le traité de création de l'agence de discuter dans une dizaine de jours, toujours à Kigali, au cours de la deuxième session extraordinaire du recrutement du personnel, a indiqué Minata Samate Sissouma, commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social de l'Union africaine. Selon la commissaire, un appel à candidature sera lancé prochainement, une fois les critères de sélection définis. Il reste pour les États membres à nommer le directeur général de l'agence. Avec la création de cette agence de médicaments, le continent africain vient d'enregistrer une avancée notoire dans le domaine de la santé. Ibrahim Traoré. Merci beaucoup, Lassine Keita. La justice américaine fustigée par Donald Trump. L'ancien président américain a multiplié les attaques contre la justice de son pays lors de la convention des républicains de Georgie. Quelles sont les raisons de cet acharnement de Donald Trump contre la justice américaine, Fousseini Tounkara? D'abord, on souligne que cette réaction de l'ancien président américain Donald Trump était prévisible, car cette semaine, il a été inculpé dans l'affaire des dossiers confidentiels retrouvés chez lui. Dès la révélation de cette affaire, Donald Trump continue de crier à la chasse aux sorcières, une version soutenue également par ses supporters. Hier samedi 10 juin en Géorgie, lors de la convention des républicains, sur 1h30 de discours, Donald Trump a consacré plus d'1 heure à ses ennuis avec la justice. L'inculpation pour fraude par le parquet de New York, l'enquête sur son ingérence dans l'élection de 2020, l'enquête sur son rôle dans l'assaut du Capitole et bien sûr la récente inculpation pour possession de documents confidentiels. Face à ces accusations, Donald Trump répond, je cite, « Mon inculpation est ridicule et infondée. Elle est menée par un département de la justice au maire de l'administration Biden. Elle restera dans l'histoire comme l'un des plus graves abus de pouvoir de l'histoire de notre pays. » Fin de citation. L'ancien président, candidat à la présidentielle de 2024, a également reçu le soutien de 2 de ses concurrents. Il dénonce également un abus de pouvoir. Le président iranien Ibrahim Raïssi commence à partir d'aujourd'hui une visite de 3 jours dans 3 pays. Une visite dans 3 pays de l'Amérique latine. Il s'agit du Venezuela, de Cuba et de Nicaragua. Mohamed Sangari, on en parle avec vous. Bonjour. Bonjour, Ibrahim Traoré. Vous suivez ce déplacement du président iranien. Alors, expliquez-nous quel est l'objectif de cette tournée du président Ibrahim dans ces 3 pays d'Amérique latine. Oui, Ibrahim, l'Amérique latine, un continent où Téhéran se cherche de nouveaux soutiens sur la scène internationale. À la tête d'une importante délégation, Raïssi cherchera à développer la coopération économique, politique et scientifique entre Téhéran et ces 3 pays. Ces dernières années, il a particulièrement resserré les liens avec le Venezuela du président Nicolás Maduro. Et ce dernier a reçu en février le chef de la diplomatie iranienne à Caracas et les 2 hommes ont discuté de la défense de leurs intérêts nationaux face aux pressions extérieures. Les 2 pays pétroliers membres de l'OPEP sont soumis
à des sanctions américaines qui pèsent sur leur économie. Ce qui est plus important pour l'Iran, c'est l'accès aux banques d'Amérique latine, ce qui peut lui permettre de rompre son isolement et de contourner les sanctions américaines. L'Iran isolé entretient ses alliances et engage des soutiens comme celui de Daniel Ortega, président du Nicaragua, qui a déclaré cette année que Téhéran avait le droit de se doter de l'arme nucléaire. La dernière visite d'un président iranien à Cuba et au Venezuela remonte à 2016 lorsque Hassan Rouhani s'y était rendu avant de participer à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Ibrahim, il faut rappeler que l'Iran, Venezuela, Cuba, Nicaragua sont tous visés par des sanctions américaines. Merci beaucoup pour toutes ces explications. La Russie a affirmé ce dimanche avoir repoussé une attaque ukrainienne de bateaux sans pilote sur l'un de ses navires de guerre qui patrouillaient en mer Noire près de 2 gazoducs acheminant les hydrocarbures russes vers la Turquie. Et toujours en plus bref, de fortes pluies accompagnées de vents violents ont tué au moins 27 personnes, dont 8 enfants, dans le nord-ouest du Pakistan. La plupart des décès étant dus à l'effondrement de bâtiments. C'est ce qu'ont indiqué ce dimanche les autorités locales. Et puis, un séisme de magnitude 6,2 a secoué ce dimanche le nord du Japon, selon l'Institut géologique américain, sans faire apparemment de dégâts ou victimes, ni déclencher d'alerte au tsunami de la part des autorités. Des milliers de personnes vivant près du volcan Mayon dans le centre des Philippines ont dû être évacuées pour échapper ce dimanche aux dangers posés par les cendres, les roches enflammées et les gaz toxiques sortant du cratère. C'est du moins ce qu'ont indiqué les autorités de ce pays. L'actualité des sports dans quelques instants. Je me tourne vers vous, Fambourou Djourté. Bonjour. Bonjour, Ibrahima Traoré. Le journal des sports qui démarre avec le football. Sur le plan national, le Stade malien de Bamako a remporté le trophée de la Coupe du Mali édition 2023 face aux 11 créateurs qu'il a battus hier par 1-0. Oui, le Stade malien de Bamako a sauvé sa saison en remportant le trophée de Dame Coupe du Mali édition 2023. C'est en début de seconde période que le Stade malien trouve logiquement le chemin des filets par Lassine Kouma, 54e minute. Le réveil tardif de 11 cratères ne changera rien. Les Blancs de Bamako s'imposent par 1-0 et décrochent leur 22e trophée de la Coupe du Mali. Je vous propose à présent les réactions des deux entraîneurs après la rencontre, respectivement Djibril Dramé, coach du 11 créateurs, et son homologue du Stade malien, Chaka Traoré. Ils sont au micro de Salifou Ouedraogo. Nous venons de perdre 1-0 contre le Stade malien. Ce qui n'a pas marché, ça il faut avoir le courage de le dire. Vous savez, en football, il y a ce qu'on appelle les capacités. Et ces capacités sont des capacités de performance. Nous sommes avec une jeune équipe composée de jeunes joueurs et aucun d'eux n'a joué une finale dans sa carrière. Donc ce match-là, si vous regardez de façon globale, ça a été joué sur le plan mental. Sur le plan mental, pourquoi? Dès l'entame du jeu, on a vu une équipe du Stade volontaire, engagée, faire des pressings hauts. Ils attaquaient de gauche, ils attaquaient à droite. Il a fallu que je me lève pour pouvoir replacer mes jeunes afin que le jeu puisse être stabilisé. Premier mi-temps 0-0. À la mi-temps, on a expliqué la force de cette équipe du Stade, qui était le pressing, qui était de donner le rythme au jeu. Donc, il faut essayer de les cadrer. Alors, la toute première région, c'est Oscar qui l'a eu. On l'a raté. Et contre le coup du jeu, ils ont eu cette opportunité. De façon individuelle, il a mis le ballon dans le jeu. Malgré les changements, on pensait qu'on allait quand même pas revenir au score. Mais malheureusement, on a passé à côté. Je pense que le Stade mérite amplement sa victoire. Et quant à nous, il va falloir tirer encore des enseignements et se préparer encore pour l'avenir. Je suis très content parce que ça faisait partie des objectifs qu'on m'a fixés. Il y avait soit être champion, soit remporter la coupe pour être africain l'année prochaine. Je pense que l'objectif il est atteint. On a remporté la coupe. Et je suis très content de nos supporters qui sont venus nombreux. Vraiment, je pense que tout ça là, ça méritait une victoire, quoi. Voilà, c'était là Djibril Dramé, coach du 11 créateur, et Chaka Traoré, entraîneur du Stade malien de Bamako après la rencontre. Au titre des récompenses, le finaliste 11 créateur a eu 3 millions de francs CFA. Le vainqueur Stade malien de Bamako empoche 10 millions de francs CFA. Le meilleur joueur de la finale, l'unique buteur, Lassine Kouma, a eu 500 000 francs en CFA. Et cette finale de la 62e Coupe du Mali s'est disputée sous l'œil vigilant du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, qui représentait le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Le chef du gouvernement est au micro d'Isaac Tienou.
Vous savez, dans une compétition comme ça, il y a certes une équipe qui marque des buts, qui est à féliciter, c'est le Stade malien. Mais le match, c'est la jeunesse malienne qui l'a gagné. Vous savez, nous sommes dans une phase extrêmement difficile de la reconstruction de la nation. Et cette reconstruction recommence par la jeunesse. Ce n'est pas pour rien que le nom du ministère inclut la construction citoyenne. Je voudrais enfin remercier l'ensemble des supporters et ceux qui sont venus au stade, des Maliens qui pour diverses raisons regardent la télévision, et leur dire que ce qui vient de se jouer ici, c'est leur match. C'est pour leur donner le sentiment de fierté, d'unité que la jeunesse, comme elle l'a promis au président de la transition, ça a été souvent cité par le ministre de la Jeunesse, a montré aujourd'hui le chemin à suivre. C'est le chemin de la victoire. Voilà, avec ce titre de Coupe du Mali, le Stade malien valide son billet pour la prochaine Coupe de la Confédération de la CAF. 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le sélectionneur national, Éric Sékouchel, dévoile demain lundi sa liste de joueurs retenus pour le match contre le Congo. Oui, le regroupement a déjà commencé. Certains sont déjà arrivés, mais le groupe n'est pas au complet. Notamment Aliou Dieng qui dispute la finale et retour de la Ligue des champions de la CAF ce soir avec son club à la Ligue d'Égypte. Le Congo sera le seul adversaire du Mali pendant cette trêve de juin, car la Fédération malienne de football a annulé son match amical contre la sélection de Catalogne. Le Mali est leader de son groupe avec 9 points à 3 unités devant son dauphin, le Congo. Les Aigles ont besoin d'un point face au Diable Rouge pour composter définitivement leur ticket pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. A noter qu'ils avaient facilement disposé de leurs adversaires à l'aller le 4 juin 2022 au stade du 26 mars par 4-0. Et concernant toujours les Aigles du Mali, le capitaine Amari Traoré a quitté Rennes et s'est engagé en faveur de la Real Sociedad. C'est en Espagne. Oui, un contrat jusqu'en juin 2025 avec une année d'option. Le latéral droit malien a décidé de partir alors que certains s'attendaient à le voir prolonger son aventure avec la formation dont il était le capitaine. Il a ensuite expliqué son choix. J'ai décidé de venir en Espagne parce que j'ai eu un très bon sentiment en parlant avec les dirigeants. C'est un club familial et je le suis aussi. Ça m'a incité à venir. Je viens pour apporter ce que je sais faire et pour faire valoir mon expérience. Je veux continuer à progresser avec le club pour atteindre le plus grand objectif. L'équipe a réalisé une très bonne saison avec cette 4e place en Liga. Il faut poursuivre ainsi, a déclaré le capitaine des Aigles du Mali, Amari Traoré. L'international malien disputera la Ligue des champions d'Europe la saison prochaine avec la Real Sociedad. La finale retour de la Ligue des champions de la CAF se joue ce dimanche. Le Wydad du Maroc sera face à Al Ahly d'Égypte. Oui, le Wydad de Casablanca tentera de renverser la vapeur après sa défaite 2-1 à l'aller contre Al Ahly d'Égypte. Au vu du résultat acquis lors du match aller, Al Ahly qui bénéficie du retour de blessure de son gardien immobile Mohamed El Chenaoui est forcément favori pour soulever le trophée. Toutefois, le tenant du titre n'a pas dit son dernier mot et donnera tout pour renverser la situation lors de ce match retour à Casablanca devant son public. Même si cela s'annonce compliqué, le but marqué à l'extérieur à l'aller leur permet d'y croire. Pour rappel, les deux équipes s'étaient déjà affrontées la saison passée en finale. Lors d'une seule confrontation, les Marocains avaient réussi à battre les Égyptiens sur le score de 2-0. Tout porte à croire que cette finale retour sera passionnante. Le coup d'envoi de la rencontre est prévue pour 19h GMT. En Europe, Manchester City s'est imposé hier 1-0 face à Inter Milan en finale de la Ligue des Champions. Oui, grâce à un but de Rodri à la 68e minute, les Anglais ont dominé 1-0 les Italiens en finale de Ligue des Champions 2023. Cette finale restera forcément dans les annales car City devient un nouveau vainqueur de la compétition, la 23e équipe à mettre son nom au palmarès de la plus prestigieuse compétition des clubs. C'était même rare ces dernières années que la coupe aux grandes oreilles finisse dans les mains d'un sans grade. Le dernier en date fut un autre club anglais, Chelsea, en 2012. Cette saison des Citizens restera à jamais dans l'histoire. Les Sky Blues ont tout raflé. Cette Ligue des champions d'Europe vient en effet s'ajouter à la Premier League et à la FA Cup. Manchester City imite son rival et voisin United, seule formation anglaise à avoir réussi jusque-là ce triplé exceptionnel. Merci beaucoup pour toutes ces informations sportives. Alors, Famourou Diourté, le prochain rendez-vous des sports ? C'est tout à l'heure. Il s'agit de l'émission Sport et musique à 15h pile avec Diarra Konaté. Il aura comme invité Ousmane Guindo, directeur technique national par intérim de la Fédération malienne de football. Merci beaucoup, Famourou Diourté. Santé dans quelques instants. Focus santé.
Focus Santé de ce dimanche porte sur les 1000 premiers jours de l'enfant. C'est une période jugée très cruciale pendant laquelle la santé de l'enfant et de l'adulte en devenir se dessine. Durant cette période, la manière dont il s'alimente et vit va avoir un impact considérable sur sa santé future. Suivons plutôt les explications de Baraksisa Ouattara. Tout se joue durant les 1000 premiers jours de l'enfant. C'est une période cruciale qui influencera sa santé et son bien-être tout au long de sa vie. Dr Mamadou Traoré est responsable de l'unité de pédiatrie du CCRF de la commune 5. En fait, les 1000 premiers jours, c'est de la conception jusqu'à l'âge de 2 ans. C'est-à-dire les 9 mois de grossesse, la première année de vie et la deuxième année de vie. Et voilà, cette période, pour les scientifiques, de plus en plus, c'est une fenêtre d'opportunité pour changer complètement, en tout cas l'avenir sur le plan développemental, mais également sur le plan de la santé de l'enfant et de l'adulte à venir. La première période est celle de la grossesse, soit 270 jours. Elle comprend également 3 étapes. Il s'agit des 3 trimestres que dure la grossesse. Là également, tout se joue durant le premier trimestre. Dr Mamadou Traoré, responsable de l'unité de pédiatrie du CCRF de la commune 5. C'est une période où la femme enceinte doit faire attention parce que tout phénomène qui va survenir chez elle peut un peu dévier ses migrations, ses formations, ses mises en place d'organes. C'est pourquoi les problèmes qui vont intervenir, les problèmes infectieux, les problèmes toxiques, vont aboutir souvent à des malformations. Le 2e et 3e trimestre constituent la phase de maturation des organes du fœtus. Dr Mamadou Traoré. C'est pourquoi également la femme enceinte doit faire attention à ce qu'elle mange et l'environnement dans lequel elle évolue. Tout ça peut interférer avec le développement, avec la maturation de ces différents organes. Et souvent, quand l'alimentation est dérisoire, finalement, c'est un retard de croissance qu'on va observer chez le fœtus et au finalité, c'est un enfant qui va naître avec une malnutrition. Après l'étape de la grossesse, vient les 6 premiers mois de vie de l'enfant qui ne doit se nourrir que du lait maternel pendant cette période. L'enfant, il naît entre la naissance et le 6e mois. L'enfant, il ne doit prendre que le lait maternel. Donc, c'est ce qu'on appelle l'allaitement maternel exclusif. Et c'est important, même l'eau. L'enfant, il n'en a pas besoin parce que le lait maternel, déjà, c'est de l'eau. Les 6 premiers mois constituent également le moment propice pour le développement de l'intelligence de l'enfant. L'enfant, pendant les 6 premiers mois encore, il a aussi besoin d'être stimulé. On peut utiliser des petits jouets, des jouets qui font des petits bruits, des jouets qui font de la lumière. Donc ça également, ça permet de le stimuler. Et chaque fois qu'on stimule l'enfant, il est joyeux. Chaque fois qu'il est joyeux, il fait des connexions de neurones et il devient de plus en plus intelligent. Son développement mental courra plus correctement. La 3e période s'étend sur les 18 derniers mois. Il s'agit de la période de diversification sur le plan alimentaire. Le lait maternel à lui seul ne suffit plus pour couvrir ses besoins. La raison, elle est toute simple. Parce qu'avant 6 mois, elle est toujours dans les mains, dans les bras. Mais après là, il commence à s'asseoir, il commence à bouger et donc il commence à avoir besoin d'énergie. C'est pourquoi il faut une bonne diversification de l'enfant à partir de 6 mois. Donc, il n'est pas bon de diversifier les enfants avant 6 mois. Il n'est pas bon également d'attendre 7 mois, 8 mois pour les diversifier. En adoptant une alimentation variée et équilibrée, l'enfant bâtit le système immunitaire dont il a besoin et s'assure d'une croissance normale. C'est la période essentielle et intense au cours de laquelle il construit sa santé d'adulte. Élection référendaire du 18 juin 2023, jour J-7. Oui, jour J-7 du référendum constitutionnel au Mali, les Maliens qui sont donc appelés à voter dimanche prochain pour ou contre le projet de constitution soumis donc
au référendum et ses jours de vote dans les garnisons. Aujourd'hui, 11 juin, les forces de défense et de sécurité accomplissent leur devoir civique par anticipation. C'est pour leur permettre de mieux sécuriser les électeurs. Dimanche prochain, nous avons consacré une large page à ce vote des militaires qui se déroule normalement un peu partout à travers le pays, et le point complet de ce vote par anticipation des forces de défense et de sécurité à suivre dans nos futures éditions sur l'ensemble du réseau synchronisé de l'ORTMS. Ainsi s'achève donc ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la mise en onde Bintou Traoré, à la mise en ligne Sekou Traoré, la réalisation Lassina Keita, la coordination éditoriale Bourama Traoré que vous allez retrouver juste après moi dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine, et à 19h30 la grande édition du soir. D'ici là, passez d'excellents moments de radio à notre compagnie.